Alors, deuxième partie de cette intervention, l'Union européenne est-elle un acteur ou une actrice internationale, voire une puissance internationale, ou bien n'est-elle ni l'un ni l'autre, en fin de compte? L'Union européenne est-elle un acteur international? La réponse n'est pas si évidente pour certains. Il y a des spécialistes de relations internationales qui vous expliqueront que les principaux acteurs sont les États et que les États contrôlent tout, et donc qu'il est utopique d'imaginer que l'Union européenne puisse être un acteur sur la scène internationale. D'autres diront, bon, l'Union européenne existe en tant qu'organisation, donc elle est nécessairement un acteur, mais si l'on met derrière cette notion d'acteur autre chose qu'une simple existence juridique, il faut s'interroger sur les critères, en fin de compte. Qu'est-ce qu'un acteur? Certains auteurs l'ont fait et ont cherché à déterminer ce qui peut nous faire dire que dans certains cas, l'Union européenne est vraiment un acteur et dans d'autres, elle l'est moins. Peut-être qu'on peut voir les choses de cette manière-là, au-delà de la réponse un peu caricaturale oui ou non. On pourrait très bien dire l'Union européenne est un acteur dans certains domaines, et puis dans d'autres, elle l'est moins parce qu'elle a moins investi ce champ, ou elle l'a laissé aux États, par exemple. Donc les critères, quels sont-ils? Il y a d'abord la compétence. C'est tout ce que l'on a vu dans la première partie de cette intervention. Il faut que l'Union européenne ait la compétence pour agir. Si ça n'est pas un domaine de sa compétence, elle n'agit pas, donc elle ne peut pas être un acteur. Les domaines de compétences se sont considérablement élargis et donc il y a aujourd'hui très peu de domaines où elles ne puissent pas exister. Mais c'est vrai que avant que l'Union européenne ne décide de développer une politique étrangère et de sécurité commune, la sécurité et la défense n'étaient pas des domaines de compétences. Donc vous ne pouvez pas agir dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a une limite encore qui existe, qui est celle de la défense des territoires. Il faut une décision du Conseil européen pour que l'Union européenne puisse mettre en place un système de défense collective. Mais là, effectivement, l'Union européenne n'est pas un acteur dans le domaine de la défense territoriale. Dans tous les autres domaines, j'aurais tendance à dire qu'elle a la compétence pour être un acteur. Le deuxième critère, c'est l'autorité de l'Union européenne, ou plus exactement son autonomie. Est-ce que l'Union européenne peut exister en tant qu'Union européenne au-delà de ses États ou à côté de ses États? Ça n'est pas absolument indispensable. Les États peuvent très bien relayer la position européenne, mais si la situation était uniquement celle où les États parlent au nom de l'Union, évidemment la visibilité de l'Union ne serait pas suffisante. Donc, pour qu'il y ait existence d'un acteur, il faut des institutions qui représentent l'Union, et pas seulement des États qui défendent ses positions. Il faut notamment assurer une visibilité à travers le président du Conseil européen, qui a été créé par le traité de Lisbonne, la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le poste de haut représentant a été créé par le traité d'Amsterdam, mais il avait une position hiérarchique relativement limitée. Cette position hiérarchique est aujourd'hui beaucoup plus élevée, puisque la haute représentante, qui fut Madame Ashton, Catherine Ashton, qui est aujourd'hui Federica Mogherini, préside le Conseil des affaires étrangères. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a autorité sur les États, mais en tout cas elle est placée en position de coordonner l'action des États qui se discutent entre les ministres des Affaires étrangères. De même que le président du Conseil européen, à son niveau, ce qui est celui des chefs d'État et de gouvernement, va chercher à coordonner l'action des chefs d'État et de gouvernement, y compris donc, dans le domaine extérieur.
Et ces deux personnalités, président du Conseil européen, haute représentante, donnent une visibilité extérieure à l'Union, de même que le président de la Commission donne aussi une visibilité. Alors, la question est quelle est la cohérence de l'action de ces personnalités? Et c'est un autre critère. On est un acteur à partir du moment où on peut défendre des positions de manière cohérente. Et la cohérence se situe à deux niveaux. Elle se situe au niveau vertical, au niveau horizontal. La cohérence horizontale, c'est la cohérence entre les institutions de l'Union. Elle a progressé avec le traité de Lisbonne, en tout cas dans les textes. Encore faut-il qu'elle progresse aussi dans la pratique. La grande difficulté à ce niveau-là, c'est l'écart qui existe dans les modes de fonctionnement entre tout ce qui est économique d'un côté, tout ce qui est politico-militaire de l'autre. Les volets économiques de l'action extérieure fonctionnent de manière assez supranationale, avec un rôle important pour la Commission et même pour le Parlement, qui doit donner son avis conforme pour toute une série d'accords. Dès lors qu'on se situe dans le cadre de la PESC, de la politique étrangère et de sécurité commune, donc le volet politico-militaire, là, ce sont les États qui contrôlent la prise de décision au sein du Conseil. Et donc on a une dichotomie entre un mode de fonctionnement plus intégré pour ce qui concerne les politiques économiques et moins intégré, plus intergouvernemental pour ce qui concerne la PESC. Il faut trouver une cohérence entre les deux. La haute représentante est un poste clé à cet égard, parce qu'elle est vice-présidente de la Commission, en charge des relations extérieures de type économique au sein de la Commission. Mais elle est aussi chargée de la PESC, et elle préside le Conseil des Affaires Générales. Donc elle a un poste clé pour assurer la cohérence entre les deux niveaux, ou les deux types de politique externe. Le président du Conseil européen aussi est investi de la même exigence de recherche de cohérence. Donc avec le traité de Lisbonne, on a en tout cas des mécanismes institutionnels qui doivent permettre le rapprochement de ces deux volets. Mais en pratique, c'est vrai qu'on souligne souvent les batailles institutionnelles entre la Commission d'une part plutôt investie de la politique commerciale, de la politique de développement, de l'assistance humanitaire, et puis le Conseil et les États de l'autre côté qui maîtrisent beaucoup plus la PESC et le volet politico-militaire. Et la cohérence, c'est aussi la cohérence verticale. La cohérence verticale, c'est la cohérence entre l'action extérieure de l'Union et celle des États. Puisque, en fin de compte, l'objectif n'est pas que l'Union remplace les États, mais que l'Union s'ajoute aux politiques étrangères qui restent menées par les États. L'enjeu ici est que les États, dans le cadre de leur politique étrangère, respectent les positions qu'ils ont eux-mêmes prises au sein de l'Union. Globalement, on peut dire que c'est le cas. Il n'y a pas de désunion sur tous les sujets. On n'a pas dans un cas l'Union européenne qui dirait les choses et dans l'autre les États membres qui suivraient totalement des directions opposées. Certes, il y a quelques grands ratés, entre guillemets. Il y a en particulier, pour prendre cet exemple, celui de la crise irakienne. Au moment de la crise irakienne, on essaye de s'entendre, on met même en place des positions communes. Et puis, quelques semaines après, on ne les respecte pas et le Royaume-Uni, la Pologne, d'autres pays iront plutôt du côté de l'intervention américaine, tandis que le couple franco-allemand et quelques pays aussi seront plutôt critiques et opposés à l'intervention américaine. Pour autant, ça n'est pas parce qu'il y a des ratés, et donc des moments où l'acteur européen n'existe pas, que l'on peut généraliser cette conclusion. C'est plutôt l'inverse. En réalité, il y a dans la littérature sur l'action extérieure de l'Union européenne de nombreux travaux montrant que les politiques étrangères nationales se sont européanisées
y compris la politique étrangère du Royaume-Uni, même si c'est le moins flagrant, je dois dire. Mais il y a même des travaux sur l'européanisation du Royaume-Uni en matière de politique étrangère. Pas dans tous les domaines, c'est l'exemple extrême, hein, parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus européanisés. Il y a un très bon exemple avec la Pologne, qui est un pays qui était vraiment, sur le plan de sa politique étrangère, plutôt dans une logique nationale, et qui est aujourd'hui un vrai moteur de l'action extérieure de l'Union européenne, au point où c'est un Polonais maintenant qui est président du Conseil européen. Donc voilà un peu les critères qui permettent de dire que l'Union européenne est un acteur ou n'est pas un acteur. Mais mon approche est plutôt de considérer que, globalement, c'est un acteur, évidemment, mais plus ou moins, selon le sujet, selon les circonstances. Quant à la question de la puissance, parce qu'on peut très bien être un acteur et pas nécessairement une puissance, puisque être une puissance, c'est aussi exercer de l'influence sur les autres acteurs. Les auteurs se séparent sur cette question. La première notion qui a été appliquée à l'Union européenne, c'est la notion de puissance civile. Donc on l'a vu comme une puissance civile, François Duchesne dans les années 70, c'est l'Union européenne comme puissance civile. Ça n'est pas suffisant de la définir comme cela, parce que puissance civile, c'est par opposition à une puissance militaire, mais qu'est-ce que ça nous apporte de concret? Je crois que le concept n'est pas suffisant, et il n'est même pas plus totalement vrai, hein, puisque l'Union européenne, aujourd'hui, est un acteur militaire. Alors, ce n'est pas une puissance militaire au sens des États-Unis, mais pour autant, il y a bien des possibilités d'action qui sont rarement mises en œuvre, mais qui le sont néanmoins. Dans certains cas, il y a des soldats sous la bannière de l'Union européenne qui sont déployés, généralement pour des opérations de maintien de la paix ou de soutien au rétablissement de la paix dans une situation post-conflit. Mais après tout, c'est un mode d'intervention militaire possible, et il n'est pas dit qu'une puissance militaire doive s'exercer uniquement par le recours à la force. Donc c'est une puissance civile qui se construit en tant que puissance militaire sans investir véritablement ce champ-là comme le font les États-Unis par exemple. On utilise beaucoup la notion de puissance normative à propos de l'Union européenne. La puissance normative, c'est une notion, donc on a développé d'abord, c'est Jan Manners qui a développé cette notion, en France Zaki Laïdi l'a beaucoup utilisée. C'est l'idée que l'Union européenne exerce de l'influence par la force de ses normes, sans avoir nécessairement besoin d'agir pour imposer ces normes. Mais l'existence de ces normes a une influence sur d'autres acteurs qui seront tentés soit de les copier, de les reproduire, de les prendre à leur compte. C'est une notion qui est aussi critiquée dans le sens où, quand on regarde les travaux sur ce sujet-là, il y a des travaux qui diront oui, c'est une puissance normative, on le voit très bien dans tel domaine, dans tel cas. Et puis d'autres vous diront non, ça ne l'est pas. Sur les droits de l'homme, il y a quand même des travaux assez intéressants montrant que, à travers sa politique étrangère, sa politique de voisinage, la politique d'élargissement, l'Union européenne parvient d'une certaine manière à transférer ces normes, ces valeurs démocratiques à un certain nombre de pays tiers. Et puis dans d'autres cas, les négociations sur le changement climatique, par exemple, on s'aperçoit que les grands objectifs européens ont du mal à s'imposer sur la scène internationale. Donc une puissance normative, c'est un concept intéressant, mais qui ne peut pas être généralisé, évidemment. Tout dépend des domaines, là encore, des circonstances. Mais c'est un concept intéressant parce qu'il a l'avantage de mettre l'accent sur le fait que les normes juridiques
notamment, sont au cœur de l'action extérieure de l'Union européenne. Le droit a joué un grand rôle dans le processus d'intégration. Il joue aussi un rôle dans son action extérieure. Donc une puissance normative, d'autres notions peuvent être utilisées. On a parlé de puissance par le marché, on a parlé de puissance de smart power, c'est entre la puissance douce et la puissance dure, un peu entre les deux d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit, c'est une puissance. L'Union européenne est une puissance, mais de même que c'est un acteur, dans certains cas, dans certaines circonstances, mais pas forcément tout le temps un acteur, on peut tirer la même conclusion pour la puissance. Globalement, c'est une puissance, mais il arrive que cette puissance ne s'exerce pas, qu'elle ait des limites, et la puissance est toujours en rapport avec la puissance des autres. Donc, dire que c'est une puissance ne signifie pas dire qu'elle est la puissance, mais simplement qu'elle est capable d'exercer une certaine influence sur la scène internationale.